Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cet épisode de Bistro Brain. Moi, je m'intéresse à l'histoire de la sexualité au Québec et plus précisément à l'histoire de la sexualité adolescente dans les années 1980. Et aujourd'hui, je vais vous parler de clichés sexuels. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Donc, pour commencer, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment on fait une recherche historique pour celles et ceux qui n'en ont jamais fait et qui se le demandent. Après ça, ça va être ma partie préférée parce que je vais vous parler de l'histoire de la sexualité au Québec en un condensé vraiment rapide parce qu'autrement, ça prendrait une session de cours au complet. Après ça, je vais vous parler de la source que j'ai analysée pour mon mémoire de maîtrise, c'est-à-dire le magazine pour adolescentes qui s'appelle Filles d'aujourd'hui. Et j'ai intitulé les deux parties suivantes Planifier sa sexualité et effacer le désir féminin. Puis ensuite, je conclurai très rapidement parce que j'aurai plus beaucoup de temps. Donc, l'étape numéro 1 pour commencer une recherche historique, c'est de trouver une source. Une source, c'est un document original qui date de l'époque qu'on veut étudier. Donc, quand je parle du fait que j'étudie en histoire, les gens s'imaginent souvent que j'analyse un vieux manuscrit poussiéreux du Moyen Âge. Quand je leur dis que, ben non, c'est un magazine pour adolescentes que j'étudie, ben ils me prennent un petit peu moins au sérieux. Mais toutes les sources sont valides, évidemment. L'étape numéro 2, ça correspond à établir les limites du corpus. Donc, qu'est-ce que peut nous dire cette source à propos du passé et qu'est-ce qu'elle ne peut pas nous dire? Dans mon cas, Filles d'aujourd'hui transmet beaucoup de recommandations et de conseils aux jeunes filles sur la sexualité hétérosexuelle. C'est un petit peu le reflet de ce que la société québécoise de l'époque pense de la sexualité des jeunes. Par contre, ça ne dit pas vraiment comment les jeunes filles réagissent et intègrent les messages qui sont diffusés dans ces journaux-là. Ensuite, il faut se poser une question de recherche. Dans mon cas, je me suis demandé si cette revue regorge autant d'informations sur la sexualité et les méthodes de contraception. Est-ce que c'est vraiment pour que les jeunes filles aient une sexualité plus épanouie ou plutôt pour qu'elles prennent en charge la contraception? Ensuite, il faut déterminer ce que sa recherche va apporter. Si ça vaut vraiment la peine de faire une recherche sur ce sujet-là et si ça n'a pas déjà été fait. Donc, il faut lire tout ce qui s'est déjà dit sur le sujet. Dans mon cas, il y a beaucoup d'études sur la sexualité au Québec jusqu'en 1970, parce que les années 1970, c'est vraiment identifié comme étant la révolution sexuelle. Par contre, il n'y a pas encore vraiment d'études sur la sexualité adolescente en 1980. Et la dernière étape, c'est d'émettre des hypothèses et de prouver qu'on a raison. Donc, voici maintenant mon bout préféré où je vais vous parler de l'histoire de la sexualité au Québec. On va se concentrer aujourd'hui sur le 20e siècle parce que sinon, ça serait vraiment trop long. Ce qui est drôle dans l'histoire de la sexualité au Québec, c'est que les personnes qui parlent de sexualité au Québec n'ont souvent pas de sexualité. C'est souvent des évêques et des curés. Et jusqu'en 1930, selon ces messieurs-là, la sexualité doit absolument pas se passer dans le plaisir, sinon vos enfants vont être des enfants de Satan et vous allez brûler dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Par contre, au tournant des années 1940, les curés et les évêques se mettent à parler du plaisir sexuel comme étant une composante essentielle du bonheur conjugal. C'est sûr qu'on reste dans une sexualité qui est exclusivement maritale, hétérosexuelle et qui doit viser la procréation, mais par contre, c'est quand même bien qu'on se mette à parler de plaisir. Et les personnes qui parlent de sexualité dans l'espace public vont énormément parler de la passivité des femmes dans l'activité sexuelle. Donc, on dit que les femmes sont plus pures, n'éprouvent pas de désir, qu'elles sont plus vertueuses que les hommes. Et à l'époque, les femmes ont vraiment un rôle de transmission des valeurs catholiques dans la cellule familiale. Donc, c'est normal qu'on les conçoive comme étant plus droites que les hommes, mais surtout, elles ne sont pas perçues comme des êtres sexuels. Aussi, cette description-là des rôles sexuels, c'est un petit peu le reflet des rapports sociaux de sexe de l'époque parce que les femmes sont souvent dans une position de subordination face aux hommes. Donc, il ne faut pas oublier que les femmes mariées doivent obéissance à leur mari et que cette loi n'est modifiée qu'en 1964. Et vous avez bien entendu 1964. Sauf que
Une sexualité comme celle-là, qui est presque entièrement tournée vers la procréation, ça commence à faire beaucoup de bébés. Et les gens sont un petit peu tannés, ils ont envie d'une vie un petit peu moins compliquée. Donc, les couples cherchent depuis longtemps une façon de réguler les naissances et c'est le fun parce que la pilule contraceptive, une méthode qui, pour la première fois, est réellement efficace, commence à circuler au Québec. Sauf que, en 1968, il y a le pape Pie XI qui va promulguer un encyclique qui s'appelle Casti Connubii. Un encyclique, c'est une espèce d'appel à tous dans lequel le pape réitère l'interdit autour de la pilule contraceptive et dit que le but premier du mariage, c'est la procréation. Il y a quelques méthodes de contraception qui sont approuvées par l'Église catholique, comme l'abstinence, mais ça, personne n'aime ça. Au moment où Casti Connubii est promulgué, la société a un petit peu changé et les femmes sont tannées d'être enceintes pendant toutes leurs années de fécondité. Donc, les femmes vont faire fuck you, puis 11, on va se gérer comme on veut, puis on va arrêter de produire des bébés à la chaîne. Dès la deuxième moitié des années 1960, il y a 90% des Québécoises qui utilisent une méthode de contraception. Donc, l'usage de la contraception se démocratise. Donc, si on arrive en 1980, ça veut dire que pour la première fois au Québec, il y a vraiment une génération de jeunes filles qui peut vivre sa sexualité sans l'impératif de la procréation et en dehors du cadre du mariage. Ce qui va faire capoter ben raide la génération plus âgée qui écrit filles d'aujourd'hui. Donc, on va trouver un moyen d'éduquer les filles sur la contraception parce qu'on a vraiment peur que ces jeunes filles-là se jettent dans la sexualité sans avoir planifié les relations sexuelles et qu'elles deviennent enceintes involontairement ou qu'elles contractent des maladies transmises sexuellement. Dans une société où il n'y a plus vraiment de force coercitive qui vient dire aux individus, et plus particulièrement aux femmes parce que leur sexualité est toujours un peu plus suspecte, quoi faire et comment le faire, le magazine féminin devient une manière d'éduquer les gens sur certains enjeux et de les socialiser à adopter une conduite qui est approuvée. Et on va vraiment répéter aux filles qu'elles ont un rôle de planification des relations sexuelles et on va aussi beaucoup parler des risques qui peuvent découler des relations sexuelles non préparées. Donc ici, on a une citation de la part d'un médecin qui date de 1982. Et fait intéressant, c'est que dans le fait d'aujourd'hui, il y a plein d'experts et d'expertes qui sont sollicités, mais ces personnes-là ne sont pas toujours nommées. Donc on va dire, un sexologue a dit ça, un psychologue a dit ça, mais est-ce que ces personnes-là existent vraiment? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc ici, on a un médecin qui nous explique que la plupart des jeunes qui font l'amour pour la première fois n'emploient pas de contraceptif. Mais d'autres problèmes peuvent surgir lorsque des jeunes immatures font l'amour. Les premières relations sexuelles, les relations sexuelles précoces, s'accompagnent d'excitation et d'appréhension. Si l'on ajoute à cela que ces expériences se passent dans des autos ou dans des endroits peu confortables, elles se transforment en rencontres décevantes qui n'engendrent que des regrets. Il en résulte que beaucoup de jeunes se jugent maladroits, impuissants, frigides, homosexuels et le reste. Donc, morale de cette histoire, regarde tous les bad shit qui pourraient arriver si tu entrais dans la sexualité sans l'avoir planifié et sans avoir attendu d'être prête. Ici, j'ai une autre citation pour vous qui donne un peu le ton général de filles d'aujourd'hui lorsqu'on parle de sexualité adolescente. Donc, comme vous le verrez, on va beaucoup jouer sur le sentiment de culpabilité des jeunes filles pour leur dire il faut vraiment que tu penses à ta shot avant d'avoir des relations sexuelles. Les activités sexuelles résultent d'une décision consciente. On n'y succombe pas comme on tombe en amour. Il ne s'agit définitivement pas d'un engagement sur lequel on se leurre soi-même. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser comme excuse l'influence des autres filles, les avances du mâle entreprenant pour nier ta propre responsabilité dans la décision que tu as à prendre. Es-tu vraiment prête à te livrer à des activités sexuelles? Avant de répondre, apporte une attention particulière à ce que la majorité des jeunes filles ont à dire sur le sujet. La plupart des filles qui terminent leur secondaire, environ 60% selon certaines études, ont répondu non à la question de l'engagement sexuel. Donc, environ 60% selon certaines études, c'est vraiment difficile à vérifier si c'est fondé ou non. Donc, au fond, si vous faites l'amour trop jeune, vous allez devenir homosexuel ou pogner une maladie. Par contre, on va toujours continuer à donner beaucoup d'informations aux jeunes sur la contraception parce qu'on vise en réalité la réduction des méfaits.
On se dit que peu importe ce qui arrive, les jeunes vont avoir des relations sexuelles de toute façon. Donc, c'est mieux qu'elles sachent comment leur corps fonctionne et cette éducation-là passe vraiment par les filles. Donc, à la même époque, il n'y a pas de revue pour les garçons pour leur dire comment bien gérer. Aussi, une deuxième stratégie, ça va être de répéter aux jeunes filles que les femmes n'ont pas de désir sexuel et que ce qui importe pour elles, c'est vraiment l'engagement et l'amour. On va aussi beaucoup les mettre en garde contre le désir sexuel des garçons, qui est apparemment explosif et vraiment difficile à contrôler. Donc, pour les garçons, dans la revue, c'est vraiment facilement admis qu'ils peuvent vouloir avoir des relations sexuelles seulement pour le plaisir et avoir beaucoup de relations sexuelles avec des filles différentes qui ne sont pas nécessairement leurs blondes, parce que pour eux, c'est vraiment une façon d'affirmer leur virilité. Au contraire, les filles, elles, sont douces, passives, gentilles et amoureuses. Donc, vous comprenez qu'on reprend exactement les vieux clichés utilisés par les curés et les évêques en 1940. Donc, ici, j'ai une petite citation pour vous qui date de février 1989. Pour plusieurs gars, la seule chose qui semble avoir de l'importance, c'est le sexe. Ils peuvent dire à une fille qu'ils l'aiment, mais dans le fond, tout ce qu'ils veulent, c'est faire l'amour avec elle. Alors que pour nous, les filles, ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments. Effectivement, à la période de l'adolescence, le sexe semble plus important pour les gars que pour les filles. Les désirs sexuels de l'adolescent sont en général assez élevés. Il peut ressentir du désir pour une fille qu'il n'aime pas. Et pour cette dernière phrase, c'est vraiment intéressant parce que l'équation ne fonctionne pas à l'envers. Donc, c'est vraiment impossible, selon les gens qui écrivent pour la revue, qu'une jeune fille puisse vouloir avoir des relations sexuelles avec un garçon qu'elle n'aime pas. Et c'est ça, en conclusion, j'ai fait cette recherche-là parce que je trouvais que même aujourd'hui, la sexualité est toujours une chose qui donne de la valeur aux hommes et qui en retire aux femmes. Et ce, même si on a accès à plein de moyens de contraception vraiment variés qui nous permettent d'avoir une sexualité sans se casser le bessic. Et même encore aujourd'hui, il y a peu de méthodes de contraception pour les hommes et celles qui existent sont très peu utilisées. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour les femmes de faire reconnaître qu'elles ne l'ont pas cherché quand elles ont été agressées. Et la sexualité féminine est toujours contrôlée par plein de balises invisibles qu'on appelle des clichés sexuels. Donc, si on fait une petite recherche historique, on se rend compte que ces clichés-là remontent à vraiment très loin dans notre passé. Voilà. Bon, ben merci pour cette vidéo, puis on s'excuse encore une fois là, pour les problèmes techniques. On demandera peut-être à Catherine là, si elle va nous renvoyer la vidéo, puis qu'on puisse le mettre sur notre chaîne ou notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Donc, Catherine est disponible pour répondre à vos questions. Encore merci pour la présentation. Est-ce qu'on avait des questions pour Madame Dumont-Lévesque? Joël, tu peux y aller. Allô. Donc, je me demandais en fait s'il y avait quelque chose parce que, je veux dire, on s'entend comme, tu sais, je te connais un peu puis je sais que tu es féministe de base, donc j'imagine que comme il y a plein de choses que tu t'attendais à lire, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ta recherche qui t'a vraiment surpris de soit voir beaucoup dans la revue ou comme quelque chose que tu t'attendais pas à voir dans les clichés puis que finalement, en tout cas, peu importe, mais quelque chose qui t'aurait surprise? Moi, je m'attendais à ce que ça soit pas autant conservateur, parce qu'on est quand même en 1980. On n'est pas dans les années 50. Puis pourtant, il y a vraiment des références comme à la foi religieuse, puis des trucs comme ça. Mais la chose la plus surprenante que j'ai vue puis qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune fille qui écrit à la revue pour dire toutes les filles de telle école sont lesbiennes apparemment, puis nanana. Puis le numéro suivant, il y a plein de jeunes filles qui écrivent en masse là, par dizaines pour dire hey, c'est pas vrai, on n'est pas lesbienne, puis blablabla. Puis la courriériste qui tient ça confirme un peu les jeunes filles là-dedans en disant comme vous avez bien fait de défendre votre réputation. Puis ça, c'est la chose qui m'a le plus comme vraiment bamboozlée, mais comme
sinon, je m'attendais pas à ce que, justement, le discours sur la sexualité des jeunes filles soit autant culpabilisant puis aussi comme conservateur. Mhm. Voilà. Merci. De rien. Puis allez-y. Oui, je vais me permettre une question. En fait, tu sais, on sait que là, Café d'aujourd'hui, c'est un magazine qui date des années 1980. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec des gens qui ont lu le magazine puis de un peu percevoir leur perception Oui, à eux et à elles de cette lecture-là que tu fais aujourd'hui? ben, ma directrice de maîtrise était abonnée à cette revue-là, puis c'est elle qui m'a suggéré de prendre ça parce que justement, elle savait qu'il y avait beaucoup d'informations sur la sexualité, mais je pense qu'elle ne se souvient pas nécessairement, tu sais, d'avoir lu ça. Puis je pense aussi que quand on est jeune, on lit plein de choses absolument comme... On n'a pas le jugement comme pour faire « Oh mon Dieu, ce que je suis en train de lire, c'est vraiment genré ou c'est vraiment stéréotypé. » Fait que ça m'est jamais arrivé de tomber sur quelqu'un vraiment qui me dise « Ouais, quand je disais fille d'aujourd'hui, je trouvais ça bien niaiseux. » tu sais. Mais ouais, c'est ça. Super, merci. Samy, tu peux y aller? Oui, merci. Merci Catherine. Écoute, tu as fait une excellente présentation, c'est hyper intéressant. Merci. Moi, je m'intéresse aussi aux approches historiques. En fait, ce que nous avons en sciences infirmières, ils font souvent des approches dites les histoires orales. En fait, ils font des entretiens avec les gens, puis ils essaient de construire l'histoire à travers les dires, s'il n'y a pas de documentation. Toi, en fait, est-ce que tu t'es juste basé sur des documentations ou tu vas faire des entrevues comme... Euh, ben, au début de ma maîtrise, je voulais vraiment comme faire une enquête orale parce que je trouve que c'est une méthode extraordinaire pour justement aller chercher le récit des femmes. Mais je me suis rendu compte que dans ce que je voulais faire, c'était comme pas pertinent. Fait que j'ai vraiment juste analysé comme des documents papier, les revues Filles d'aujourd'hui. Puis je trouvais ça vraiment intéressant dans ta présentation, justement, parce que j'ai toujours entendu des gens dire comme ah, il y a de plus en plus d'homosexuels aujourd'hui, mais si on fait un retour en arrière, puis si on fait une analyse historique, on se rend compte qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens se sentent plus à l'aise de faire un coming out aujourd'hui. Puis je trouve que l'histoire, c'est souvent une solution pour expliquer justement des phénomènes qui sont actuels. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant dans ta présentation. Merci beaucoup, Catherine. De rien. On avait une autre question dans le chat qui demandait pourquoi tu as choisi la période des années 80? Parce que, en fait, je l'expliquais dans le début de la présentation qui a été perdue dans la brume au début. Mais c'est ça, dans le fond, les historiennes et les historiens se sont beaucoup consacrés aux années 1970 parce que c'est vraiment comme identifié comme étant la révolution sexuelle. Mais les années 80, ça semble pas si éloigné dans le temps. Puis, il n'y a pas vraiment d'études sur l'histoire de la sexualité en 1980. Fait qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est la suite des années 1970. Fait qu'avec ma directrice de maîtrise, on en a discuté, puis on s'est dit que ça serait bien justement de se pencher sur cette période historique-là. Je pense qu'on a le temps pour une dernière, Audrey-Anne, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour. D'ailleurs, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. C'est pas vraiment une question, mais plus comme un commentaire. Tu sais, on voit encore aujourd'hui, si on peut prendre par exemple le vidéoclip de Cardi B, WAP, qui a semé comme une grosse controverse, alors que, tu sais, quand on regarde les rappers avec toutes les filles qui twerk, ça, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est vraiment important, justement, de ressortir ces aspects-là de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la construction des stéréotypes sexuels, puis d'amener, OK, c'est ça que ça a formé notre monde aujourd'hui. Donc, merci de mettre le doigt là-dessus. Je pense que c'est vraiment important. Ça fait plaisir. Puis justement, je trouve que c'est un bon exemple de nommer ce vidéoclip-là parce que j'ai l'impression que quand les femmes, justement, essaient de reconquérir, ben, pas de reconquérir, mais de prendre le contrôle de leur sexualité, c'est toujours vu comme une chose vraiment comme grossière, puis c'est toujours vu négativement, mais justement, comme les hommes sont si peu sexualisés que c'est quand ils font des choses comme ça passe très bien. Fait que, ouais, c'est ça.
merci pour les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, Charlie? Non? Ah, je pense que Mme Olfa Latiri. Allô, merci pour la présentation, Catherine. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans cette étude, est-ce qu'il y a eu d'autres revues qui étaient considérées? Au début, je voulais analyser la revue Châtelaine parce que ça s'adressait plus à des femmes adultes, puis je voulais comme comparer les deux. Mais finalement, je me suis rendu compte que analyser juste Filles d'aujourd'hui, c'était tellement comme substantiel, toute l'information que j'avais, qu'il fallait juste que je prenne ça, en fait. Donc, Ok. c'est que Filles d'aujourd'hui. Moi, ma remarque, c'est par rapport à la recherche. C'est comme lorsqu'on dit il faut vraiment développer plusieurs sources d'informations. Est-ce que, parce que ça risque de biaiser, de dire, OK, on a pris juste une revue, puis peut-être la tendance dans cette revue, c'est vers ça. Est-ce que c'est un point qui a été considéré dans la Oui, ben, recherche? c'est sûr que le Filles d'aujourd'hui, c'est comme ma source première, ma source historique, mais j'ai aussi croisé plein d'études que les historiennes et les historiens ont produits pour vraiment comme un peu essayer de recréer le contexte des années 1980, mais c'est sûr que ce que j'ai analysé, c'est un discours. Puis on ne sait pas comment les jeunes filles ont intégré les messages qui étaient exprimés. Puis ce qu'on retrouve dans Filles d'aujourd'hui, c'est une norme, en fait. C'est les normes qu'on souhaite, les normes sexuelles qu'on souhaite pour les jeunes filles. Mais est-ce que c'était vraiment la réalité? Ça, c'est justement une enquête orale permettrait de le vérifier. Mais le discours général, comme ambiant sur la sexualité des jeunes adolescentes, c'est euh, en fait, c'est ce que je vais développer davantage dans mon mémoire de maîtrise. Parfait, merci. De rien. Merci pour cette dernière question. C'est ce qui m'a fait à l'événement. Donc, on remercie là, les près de 51 personnes, je pense, dans le top qu'on a eu. On est vraiment content de votre présence, encore une fois, pour ce deuxième événement de Bistro Brain en ligne. On est un organisme de vulgarisation scientifique qui a également un projet de faire un podcast de vulgarisation scientifique. Donc, dans la section de chat, à l'instant, vous allez voir Marjorie va partager le lien Spotify. C'est aussi accessible sur la plateforme Apple puis Google Play, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien puis donner une petite écoute, un petit 5 étoiles sur Apple si vous voulez. C'est des courts épisodes là, avec les 3 types de contenus. On a de l'actualité, des chroniques et des entrevues. Justement, notre dernier épisode était avec Catherine comme personne interviewée. Et on vous invite aussi là, à suivre notre page Facebook. On a aussi un petit formulaire d'appréciation pour ceux qui le souhaitent. C'est 1 minute tout au plus. Ça ne vous demande pas beaucoup de choses, mais nous, ça nous aide énormément. C'est pour améliorer notre qualité de présentation. Vous savez, c'est notre deuxième présentation en ligne, donc on apprécie vraiment le feedback. Puis sinon, notre plateforme principale pour la communication, c'est Facebook. Donc, on vous invite à nous suivre sur celle-ci. Et autrement, je souhaite encore une fois une bonne soirée et merci de votre présence. J'inviterai aussi